En 48 heures, tout peut basculer. Pas en 48 jours. Pas après une longue série de réunions feutrées. En 2 jours seulement, l'Iran vient d'imposer à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et au Qatar un choix qui pourrait redessiner tout le Moyen-Orient pour les 50 prochaines années. Et il faut bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Il ne s'agit ni d'une simple demande, ni d'un échange diplomatique classique, ni même d'un bras de fer ordinaire. C'est un ultimatum transmis séparément à chaque monarchie du Golfe par des canaux réservés, fermés, conçus précisément pour les messages qu'on ne peut pas envoyer au grand jour. Le contenu était le même pour tous, brutal, sans nuance, sans échappatoire. Arrêtez de laisser les forces américaines utiliser votre territoire pour frapper l'Iran. Fermez les bases, bloquez les survols, coupez le soutien logistique ou acceptez que votre colonne vertébrale économique, c'est-à-dire votre infrastructure pétrolière, devienne une cible militaire permanente jusqu'à destruction méthodique. En clair, choisissez entre votre survie immédiate et votre survie à long terme. Choisissez entre l'effondrement économique et la rupture stratégique. Et surtout, ne comptez ni sur une troisième voie, ni sur un délai supplémentaire, ni sur un arrangement discret qui sauverait les apparences. Le message iranien est limpide. Nous ne vous demandons pas votre coopération, nous vous annonçons les conséquences de votre décision. Et c'est là que le choc devient immense. Parce que si les monarchies du Golfe choisissent Washington, elles risquent de voir leurs installations pétrolières devenir des objectifs récurrents. Si elles choisissent leur pétrole, elles poussent l'Amérique vers la sortie et acceptent de perdre le parapluie sécuritaire qui a structuré toute la région pendant des décennies. Dans les 2 cas, le vieux Golfe, celui où l'on essayait de ménager tout le monde, de parler à tout le monde, de rester assez proche de chaque camp pour ne pas être écrasé par l'autre, ce Golfe-là est terminé. Il ne revient pas. Le 8 mars 2026, des représentants iraniens ont transmis le même message au plus haut niveau en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et au Qatar, non pas par la voie officielle, mais par les circuits de renseignement que ces États entretiennent avec Téhéran précisément pour les situations qu'aucune chancellerie ne peut assumer publiquement. C'est le type de canal qu'on utilise que lorsque le contenu est trop explosif pour passer par la diplomatie ordinaire. Et le contenu était d'une clarté presque glaciale. Votre territoire sert de plateforme à des frappes qui causent la mort de civils iraniens. Des avions décollent de vos bases, des drones opèrent depuis vos pistes. Des missiles traversent votre espace aérien, des réseaux logistiques passent par vos ports. À partir du moment où tout cela continue, vous n'êtes plus des observateurs, vous n'êtes plus des neutres, vous devenez des belligérants aux yeux de l'Iran. Et dans une guerre, les belligérants paient le prix. L'Iran a donné 48 heures pour mettre fin à cet usage militaire du territoire. Passé ce délai, si les opérations américaines se poursuivent depuis le sol du Golfe, la réponse sera ciblée, systématique et délibérément destructrice. Non pas contre les casernes, mais contre les puits, les raffineries, les terminaux, les pipelines, les dépôts, tous les points qui permettent d'extraire, de traiter et d'exporter l'or noir dont dépend toute l'économie locale. Les dirigeants du Golfe ont immédiatement compris 3 choses. La première, c'est que l'Iran ne bluffe pas. Les 2 dernières semaines ont montré qu'il sait frapper loin, frapper juste et frapper de manière répétée dans tout le Golfe. Des installations saoudiennes ont déjà été touchées. Des raffineries koweïtiennes ont déjà été visées. La capacité existe, elle a été démontrée, elle n'est pas théorique. La deuxième, c'est que les défenses américaines ne peuvent pas garantir la protection totale de cette infrastructure. Le problème n'est pas une question de volonté, ni même d'engagement politique. Le problème, c'est l'échelle. Il y a trop de cibles, trop d'écarts entre elles, trop de points faibles dispersés sur des centaines de kilomètres. Un seul champ comme Gawar compte des centaines de têtes de puits, réparties sur une immense zone. On ne place pas un système patriote devant chaque tête de puits, on n'intercepte pas tout quand des dizaines de projectiles partent simultanément vers des dizaines d'objectifs différents. La géométrie, tout simplement, ne pardonne pas. La troisième, enfin, c'est que le délai de 48 heures est réel. Il ne s'agit pas d'ouvrir une négociation, il s'agit de la fermer. L'Iran ne lance pas un processus, il le termine. Et attendre, dans ce contexte, revient déjà à choisir l'Amérique aux yeux de Téhéran. Regardons froidement ce que signifie chaque option, parce qu'il ne s'agit pas d'un casse-tête diplomatique où un compromis élégant permettrait de tout sauver. C'est un piège à 2 portes, et les 2 mènent vers un désastre différent. Première option, choisir l'Amérique. Autrement dit, dire à l'Iran que les États du Golfe ne se plient pas à un ultimatum, que l'alliance avec Washington compte encore, que la souveraineté consiste à décider soi-même quelle force on accueille chez soi. Dans ce scénario, les bases américaines restent ouvertes. Les opérations continuent et l'Iran met sa menace à exécution. Les frappes commencent à viser les champs pétroliers saoudiens. Les installations de production d'Aramco, qui font circuler des millions de barils par jour, subissent des mises hors service progressives. Pas tout en même temps. Justement, l'idée est ailleurs.
Il s'agit d'une campagne méthodique, un site aujourd'hui, une installation de traitement demain, un terminal ensuite, une autre zone la semaine suivante. Le but n'est pas seulement de gêner. Le but est de réduire la capacité de production jusqu'à la rendre économiquement inutile. Or, l'Arabie Saoudite tire l'essentiel de ses recettes publiques du pétrole. Quand la production chute, les revenus chutent. Quand les revenus chutent, les salaires du secteur public deviennent difficiles à payer, les subventions sur les carburants et les denrées essentielles vacillent, et les programmes sociaux qui maintiennent la stabilité intérieure se retrouvent sous pression. Un pays qui a acheté la paix sociale avec la rente pétrolière perd soudain ce qui finançait cette paix. Et là, la stabilité ne suit pas. Ce n'est pas une hypothèse abstraite. C'est une mécanique. Les Émirats arabes unis feraient face au même calcul, même si les chiffres changent. Le pétrole et le gaz représentent une part centrale de leur économie, mais surtout, ils irriguent tout le reste. Le marché immobilier, qui attire des capitaux étrangers massifs, se grippe dès que le pays apparaît comme une zone de guerre. Le tourisme, pilier majeur de Dubaï, s'évapore dès que les compagnies aériennes commencent à éviter un espace menacé par des frappes. Les services financiers, eux, ne s'installent pas longtemps là où les écrans diffusent des images de missiles. En quelques semaines, les effets se propagent bien au-delà du secteur énergétique. Le pays ne perd pas seulement du revenu pétrolier, il perd tout ce que cette rente permettait de soutenir. Le Koweït et le Qatar suivent le même schéma, avec des proportions différentes, mais une logique identique. Quand l'infrastructure énergétique est frappée, l'infrastructure économique vacille. Et dans un État rentier, quand l'économie vacille, le politique finit par suivre. Deuxième option, choisir le pétrole. Dire à Washington que les forces américaines ne peuvent plus utiliser le territoire du Golfe pour conduire des opérations offensives. Les bases ferment. Les survols sont refusés. Le personnel est sommé de partir. L'Iran cesse de viser les installations pétrolières. Le pétrole continue de couler, l'argent continue d'entrer et l'économie respire. Mais l'Amérique s'en va pour de bon parce qu'une fois qu'on pousse les forces américaines dehors pendant une guerre, on ne les voit pas revenir comme si de rien n'était. L'alliance ne fait pas une pause. Elle se termine. Et stratégiquement, cela signifie quelque chose de gigantesque. Le Golfe se retrouve sans garant de sécurité crédible. L'Iran devient, par défaut, la puissance régionale dominante. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar ne deviennent pas des provinces iraniennes au sens militaire classique. Ils deviennent des dépendances politiques de fait. Parce qu'un État qui ne peut pas assurer lui-même sa défense et qui a perdu la puissance appelée à le protéger n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. L'influence iranienne s'étend alors de capitale en capitale, non pas par conquête frontale, mais par domination structurelle. Les priorités iraniennes deviennent des contraintes régionales. Les monarchies qui ont passé des décennies à équilibrer l'influence de Téhéran se retrouvent, au final, à lui remettre exactement ce qu'ils cherchaient, sans même qu'il ait eu besoin de les envahir. Et Washington, dans cette lecture, ne perd pas seulement une position. Il perd une région, des décennies d'architecture d'alliance, de déploiement militaire, de présence stratégique et d'accès opérationnel s'effaçant. Non parce que les États-Unis ont été battus sur le terrain au sens classique, mais parce que leurs partenaires ont conclu que la protection américaine coûtait désormais plus qu'elle ne rapportait. C'est une rupture historique, pas une simple crise. Ce qui rend cet ultimatum si redoutable, c'est sa conception. 48 heures, c'est assez long pour obliger à prendre une décision, mais trop court pour trouver une échappatoire réelle. L'Iran a volontairement choisi une horloge qui empêche la procrastination. Cette spécialité de nombreux régimes du Golfe. Ces monarchies ont survécu pendant longtemps en ne se rangeant jamais totalement d'un côté ou de l'autre. Elles ont cultivé des liens avec Washington tout en gardant des canaux vers Téhéran. Elles ont acheté des armes à l'Occident tout en maintenant des lignes de communication avec l'Iran. Elles ont accueilli des bases américaines tout en envoyant des émissaires en direction des dirigeants iraniens. Cette tactique fonctionnait tant que les deux camps la toléraient. Ce n'est plus le cas. L'ultimatum oblige à un choix qui ne peut pas être retardé, maquillé ou dilué dans un langage diplomatique. Et comme le compte à rebours est identique pour tous, personne ne peut attendre la décision du voisin. Riyad ne peut pas se cacher derrière Abu Dhabi. Le Koweït ne peut pas miser sur Doha. Chaque capitale doit calculer seule, sous pression, avec une information incomplète, tout en sachant que le voisin est soumis au même délai. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est de la coercition à haute précision. Le délai bloque aussi la capacité américaine à renverser la situation. 48 heures ne suffisent pas à installer des couches défensives supplémentaires, à réinventer la posture régionale, à garantir de nouvelles protections crédibles, ni à corriger la vulnérabilité structurelle de l'infrastructure pétrolière du Golfe. Washington peut promettre, rassurer, menacer à son tour, mais il ne peut pas, dans ce laps de temps, transformer des installations civiles en forteresses. Et c'est là qu'il faut revenir à la réalité la plus dure. Les défenses américaines ne peuvent pas protéger complètement ce système parce que l'obstacle est physique. Les sites saoudiens sont immenses, étalés, interdépendants. Ghawar couvre une surface gigantesque avec des centaines de points d'extraction. Abqaiq traite des volumes colossaux. Ras Tanura expédie chaque jour des quantités énormes de pétrole brut.
Manifa, Safaniya, Shaiba, autant de noms qui ne désignent pas seulement des champs, mais des nœuds d'un ensemble exposé. On ne couvre pas tout cela avec quelques batteries. Un système patriote protège un secteur limité. Il ne peut pas couvrir à lui seul un réseau d'une telle dispersion. Même si l'on multipliait les moyens, il resterait la question des munitions. Les intercepteurs ne sont pas infinis. Si des salves massives arrivent sur une multitude de cibles, les stocks s'épuisent avant que la menace ne disparaisse. Et l'Iran a déjà montré qu'il sait lancer des volumes élevés de missiles et de drones en une seule journée sur plusieurs pays à la fois. Cela change tout. Les Émirats font face à une vulnérabilité comparable, même avec une géographie différente. Les installations pétrolières d'Abu Dhabi, les infrastructures portuaires de Dubaï, les installations de gaz naturel qui soutiennent le réseau électrique, tout cela reste exposé à une logique de saturation. Un site industriel n'est pas un bunker militaire, c'est un ensemble de tuyaux, de réservoirs, de systèmes de contrôle, de centres de traitement pensés pour l'efficacité. Pas pour survivre à une campagne de missiles. Un seul impact bien placé peut immobiliser une installation entière pendant longtemps. Et pendant ce temps, à Riyad, à Abu Dhabi, au Koweït et à Doha, la même conversation se déroule derrière des portes fermées. Une conversation qui n'apparaîtra nulle part, qui ne sera jamais reconnue officiellement, mais qui décide de tout. La question est simple, presque cruelle. Peut-on survivre en choisissant l'Amérique? La réponse, d'après les services et les états-majors, est non. Pas dans le sens où tout serait perdu immédiatement, mais dans le sens où la protection ne serait pas suffisante pour préserver l'infrastructure pétrolière contre une campagne prolongée. Les défenses américaines sont déjà sous tension. Les stocks d'interception diminuent, les systèmes d'alerte ont été éprouvés, et même au maximum de leur capacité, ils ne peuvent pas absorber indéfiniment le nombre de menaces que l'Iran peut projeter. La deuxième question est tout aussi lourde. Peut-on survivre en choisissant l'Iran et en perdant l'Amérique? Là, la réponse est assez différente. Sur le plan économique, oui, le flux pétrolier continue, l'argent entre, les marchés respirent. Mais sur le plan stratégique, le prix est immense. La souveraineté devient relative. La politique étrangère finit par suivre les lignes de force de Téhéran. La sécurité dépend de la bonne volonté iranienne. On survit, mais on ne décide plus vraiment seul. Et puis il y a la troisième question, celle que personne ne veut formuler à haute voix, mais que tout le monde redoute. Et si on choisit l'Amérique, mais que l'Amérique finit par perdre quand même? Alors, le pire scénario s'abat de plein fouet. L'infrastructure pétrolière est détruite, l'économie s'effondre, et Washington, incapable de renverser la situation, se retire malgré tout. Résultat, on a été loyal et on n'a rien gagné. On a tout perdu sans même obtenir la sécurité qu'on croyait acheter. C'est cette possibilité qui hante actuellement chaque palais du Golfe, parce que les deux dernières semaines ont révélé quelque chose que beaucoup refusaient encore d'admettre. Il n'est pas garanti que Washington gagne cette confrontation. Les capacités américaines ont été entamées, les pertes existent, les groupes navals ont dû se repositionner plus loin. Et ce simple détail dit déjà beaucoup. Ce ne sont pas les gestes d'une puissance qui domine totalement la situation. Et si la domination n'est pas acquise au bout de 2 semaines, alors que se passera-t-il au bout de 2 mois? La diplomatie classique a besoin de temps, d'intermédiaires, de visages qui ne se brûlent pas publiquement, de formulations qui permettent de reculer sans perdre la face. L'Iran a supprimé ces 3 éléments d'un seul coup en imposant la fenêtre des 48 heures. Il n'y a pas de temps pour les longues navettes discrètes qui d'habitude étouffent ce genre de crise. Il n'y a pas d'intermédiaire capable de peser pareillement sur les 2 camps. Il n'y a pas de compromis qui permette de sauver l'honneur parce que la demande iranienne est binaire. Les forces américaines partent, tout le pétrole brûle. Et les monarchies du Golfe ne peuvent pas annoncer publiquement qu'elles se soumettent à un ultimatum iranien. Ce serait une humiliation politique majeure, un aveu de fragilité, une entaille directe à leur légitimité. Mais elles ne peuvent pas non plus annoncer qu'elles défient ouvertement Téhéran, parce qu'une telle annonce déclencherait immédiatement les marchés de panique, la fuite des capitaux, l'angoisse de la population et peut-être une crise économique avant même la première frappe. Alors, dans la réalité, que se passe-t-il? Probablement des garanties privées sont données à l'Iran, des restrictions silencieuses sont imposées aux opérations offensives américaines, et publiquement chacun raconte une version différente pour sauver la face. L'Iran dira que les monarchies ont cédé. Les monarchies diront qu'elles ont agi souverainement. Washington dira que ces partenariats demeurent solides, et tout le monde jouera la comédie. Mais derrière cette façade, le résultat est déjà là. La liberté d'action militaire américaine dans le Golfe vient d'être sévèrement réduite par une diplomatie de contrainte exploitant la faille centrale de toute la région, à savoir une richesse bâtie sur une infrastructure impossible à protéger intégralement. 48 heures, 2 jours, le temps de traiter une formalité administrative, pas celui de réécrire 70 ans d'architecture sécuritaire, pas celui de bâtir de nouveaux remparts, pas celui d'inventer une autre alliance, pas celui de faire disparaître la vulnérabilité d'un modèle entier.
Les monarchies du Golfe sont en train de trancher quelque chose qui déterminera si l'Amérique reste une puissance décisive au Moyen-Orient ou si elle devient un souvenir stratégique, une présence désormais secondaire, presque périphérique. Cet ultimatum est d'une cruauté remarquable parce qu'il enferme chacun dans une défaite différente. Choisir l'allié qui ne peut pas garantir votre protection, ou choisir l'adversaire qui peut détruire votre économie. Dans les deux cas, il y a perte. Dans un cas, la perte est immédiate. Dans l'autre, elle est lente, stratégique, irréversible. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si explosif. Il n'existe pas de troisième porte. Et c'est ce verrouillage qui rend la séquence si dangereuse. Plus le temps passe, plus chaque camp voit sa marge de manœuvre se rétrécir. Plus les marchés sentent l'odeur du risque, plus la peur devient elle-même une force politique. Plus les palais hésitent, plus l'Iran peut présenter son ultimatum comme déjà gagné. C'est exactement ainsi que naissent les bascules historiques. Non pas dans le vacarme d'une déclaration, mais dans la pression silencieuse exercée sur des dirigeants qui savent qu'un seul mauvais choix peut leur coûter leur économie, leur prestige et leur place dans l'équilibre régional. Ce n'est donc pas seulement une crise militaire, c'est une crise de souveraineté, une crise de crédibilité et une crise de modèle. Pendant des années, ces États ont essayé de vivre dans l'entre-deux, assez proche de Washington pour bénéficier de sa protection, assez prudent envers Téhéran pour éviter la riposte, assez riche pour croire qu'il pouvait acheter la stabilité. Aujourd'hui, cette formule ne tient plus. L'Iran l'a brisée en imposant le choix le plus cruel possible. Rester dans l'ombre américaine et risquer la combustion de l'économie, ou sortir de l'ombre américaine et accepter une dépendance stratégique qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi ce moment compte tant. Parce qu'au fond, toute la région regarde ce qui va se passer dans ce délai minuscule et comprend une chose simple. Quand les calculs de sécurité et les calculs de survie entrent en collision, il ne reste plus de place pour l'illusion. Ici,